Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons nous projeter dans les prochains mois, début 2025, où entre en vigueur la loi partage de la valeur. Nous allons tenter de comprendre ensemble si tout est prêt pour 2025 et surtout comment s'y préparer en tant qu'épargnant. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Séverine Giovannangeli. Bonjour Séverine Giovannangeli. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein du cabinet Mazarin et nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Havet. Bonjour Pierre Havet. Bonjour. Vous êtes délégué général de Fondacte. Un mot peut-être sur Fondacte qui milite quand même beaucoup pour qu'il y ait plus de partage de la valeur en entreprise. C'est bien résumé ? Oui, ça c'est bien dit. Je crois que vous m'avez complètement pris en introduction. Alors, effectivement, plus de partage de valeur dans l'entreprise. Et un des leitmotifs chez nous, c'est que ce partage de la valeur bénéficie à l'ensemble des salariés. D'accord. Bon, on va... Maximum de salariés. On va y revenir parce que c'est le cas dans beaucoup de grosses entreprises, et c'est un peu plus le problème dans les plus petites, et ça sera sans doute le cœur de notre sujet. Mais la loi partage de la valeur va justement améliorer les choses, Pierre Havet. Bien sûr. Est-ce qu'on peut commencer cette émission par redéfinir un petit peu les grandes évolutions, justement, qui vont être amenées par cette loi partage de la valeur, peut-être le cadre législatif pour commencer avec vous, Séverine Giovannangeli ? Oui, alors écoutez, suite à l'ANI de février 2023, la nouvelle loi sur le partage de valeur va obliger toutes les entreprises de 11 à 49 salariés à mettre en place au moins un dispositif d'épargne salariale. C'est ça, ouais. À savoir l'intéressement, la participation, le PE, le PERCO. Alors l'un ou l'autre, ou bien toutes ensemble. Bien sûr, ça sera encore mieux. Je crois que c'est pas vous qui allez vous contredire sur ce point-là. En tout cas, ça va être obligatoire. Alors que pour l'instant, c'était uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés, voire les très grosses entreprises. Donc là, on rediminue et à partir de 10 salariés, mise en place obligatoire d'un dispositif d'épargne salariale. C'est ça. Jusque-là, il y avait une incitation. On essayait de faciliter effectivement les mécanismes qui permettaient aux petites et moyennes entreprises de le faire. Là, à partir du 1er janvier 2025, ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Il va falloir être prêt. Et justement, c'est un petit peu le thème de notre émission. Je ne suis pas vraiment sûre qu'on le soit tous. D'accord. Tout est-il prêt pour 2025 ? On a un début de réponse avec vous, Séverine Giovannangeli. On n'est pas tous prêts. Pourquoi ? Côté épargnant, côté entreprise ? Alors, côté gestionnaire de fonds, peut-être ? Alors, du côté de l'État, je crois que vous connaissez un petit peu mieux que moi tout ce qui est législatif et où en sont les décrets d'application. On n'est pas totalement prêt. D'accord. Du côté des compagnies d'assurance, c'est un petit peu compliqué aussi. Et puis du côté des PME, je ne suis pas certaine qu'on ait vraiment encore accès à l'information, ou déjà accès à l'information. Donc ça va être un petit peu compliqué. Pierre Havet, on n'est pas prêt, que ce soit au niveau de l'État ou des compagnies d'assurance ? C'est ce que vous constatez également ? Les compagnies d'assurance, j'ai peut-être un peu moins de recul ou un peu moins d'éléments d'appréciation. En revanche, en ce qui concerne l'État, il y a clairement 6 mois de retard. On attend les décrets depuis la fin du mois de novembre. Tout à fait. Date de la sortie de la loi. Donc on navigue à vue aujourd'hui sur le sujet ? On n'a pas d'éléments concrets, tangibles ? On navigue à vue sur un certain nombre de points concrets et tangibles. Il y a des choses qui peuvent attendre, mais il y a des choses qui peuvent difficilement attendre. Un exemple, les sommes qui sont issues de la PPV, aujourd'hui, est-ce qu'on peut les mettre sur des P2E ? Et dans quelles conditions ? Tout l'écosystème financier de la gestion est en attente sur le sujet, pas uniquement les assureurs. Pourtant, c'est l'idée un peu de la loi partage de la valeur. Ce que vous appelez la PPV, donc c'est la prime de partage de la valeur, la prime Macron. Ouais. L'idée, c'est qu'on puisse la réinvestir sur un PER ou un plan d'épargne entreprise, sauf que là, on attend les textes qui le disent clairement, c'est ça ? On attend qu'effectivement, les gestionnaires attendent les textes qui leur permettent de mettre la mécanique en route. Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez raison de rappeler que ça concerne aussi les PER. Et c'est pas tout à fait neutre, parce qu'il y a une histoire d'incidence fiscale dans tout ça. Et si les textes ne paraissent pas, pendant ce temps-là, la PPV ne bénéficie pas des exonérations qui ont pourtant été prévues. D'accord. Ou de la poursuite d'un régime d'exonération. Donc on risque de rentrer au mois de juin, à la fin de ce mois, dans une
une période assez complexe si une partie ou la totalité des textes ne sont pas sortis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait décaler, parce que à partir du moment où on a cette date du 1er janvier 2025 qui est là, enfin du 31 décembre 2024, ça veut dire qu'il faudrait décaler pour les entreprises comme pour les épargnants les possibilités offertes par cette loi partage de la valeur? C'est trop tôt pour le dire. Est-ce que c'est un risque? Question et la réponse. Non, mais c'est un risque aujourd'hui? On va attendre de voir si l'État arrive à légiférer, enfin à proposer tous les décrets d'application à temps, mais c'est pas du tout sûr. Par exemple, il y a des cas de déblocage anticipé, des PE, il y a de nouveaux cas de déblocage anticipé, on ne connaît pas encore leur modalité d'application. Notamment les dépenses qui vont être liées à la transition écologique et qui vont pouvoir nous permettre de sortir avant 5 ans, donc en exonération d'impôt sur le revenu et avant 5 ans. Les dépenses qui vont être liées à une activité de proche aidant, parce qu'on essaye de plus en plus d'aider les gens qui ont quelqu'un à accompagner dans leur famille. Donc là aussi, on pourra verser sur des PE, donc moins de 5 ans, sortir en exonération d'IR pour aider quelqu'un de la famille. Mais dans quelles conditions, quelles sont les modalités d'application, on ne sait pas. On navigue un petit peu à vue pour l'instant. Donc on ne peut pas se préparer aujourd'hui sur le sujet loi partage de la valeur, sur les possibilités offertes aux épargnants dans la gestion de leur patrimoine, d'utiliser ces nouveaux mécanismes? Là, je parle des épargnants, mais on pourra parler des entreprises aussi, parce que ça va d'ailleurs commencer par là. Mais Alors, c'est très compliqué, parce qu'on leur dit que très probablement, ils auront des cas de déblocage anticipé supplémentaires, mais on ne les connaît pas réellement. D'accord. On ne connaît pas non plus les plafonds d'abonnement qui vont être également multipliés par 2 si vous réinvestissez sur des actions de votre propre entreprise. D'accord. Mais tout ça, on attend les décrets. On dit effectivement aux salariés et aux chefs d'entreprise que l'actionnariat salarié va se développer grâce à ça, mais comment et dans quelles conditions, je pense qu'on ne peut pas encore réellement le dire. Pierre Havet, oui. Je n'ai pas l'ombre d'un écart avec ce que vous venez de dire. Je vais juste ajouter que finalement, on a fait l'économie d'une réflexion concernant les problèmes de forfait social. Eh oui. On a un barème de forfait social, on ne le répétera jamais assez, qui est complètement aberrant. Et on n'a absolument pas passé une minute à le remettre en cause, alors que je rappelle que dans l'ANI, il y a un appel à une réflexion sur ce barème du forfait social. Et puis par ailleurs, il y a des négociations qui doivent avoir lieu dans les entreprises. Celles-là, il n'y a rien qui les empêche d'ici la fin du mois de juin, soit dans les entreprises sur les questions de profit exceptionnel. Au sein de chaque entreprise, il doit y avoir quoi? Des accords au sein des entreprises et donc des négociations qui peuvent déjà être lancées? C'est ça, il n'y a rien qui l'empêche. Et il y a également tout ce qui est au niveau des branches qui peut être entamé sans pour autant attendre beaucoup plus. Cela étant dit, je pense que quand on voit l'inertie qu'il y a sur le reste, c'est pas très incitatif. Même si quelques branches sont en train de se préoccuper, moi j'ai des contacts avec les gens de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais saluer l'introduction de l'économie sociale et solidaire dans le texte de la loi de novembre. Clairement, tout l'univers de l'économie sociale et solidaire ne bénéficiait quasiment de rien. Et là, maintenant, c'est admis pour eux. Donc eux, ils peuvent commencer à réfléchir, ils peuvent commencer à négocier et à penser à des dispositifs pertinents. Les entreprises entre 10 et 49 salariés, Pierre Havet, aujourd'hui, elles attendent de voir ce qui va se passer. Comme vous le laissez entendre un petit peu sur le sujet négociation, elles sont inquiètes. Comment est-ce que quel écho vous avez un petit peu du monde de l'entreprise sur le sujet? Alors là-dessus, c'est pas très différent de ce qui se passe pour des entreprises un peu plus grosses. Juste un chiffre. Dans les entreprises en dessous de 50, il y a un taux d'équipement qui est à peine de l'ordre de 10%. D'accord. Ça veut dire qu'il y a 10% des salariés qui sont couverts. Dans les entreprises ETI et au-dessus, c'est plutôt 90. Donc on est dans une logique 90-10. C'est des chiffres très gros, c'est très gros, très arrondi, mais c'est pour faire bien comprendre. Donc ensuite, quand on passe aux entreprises de taille... de la taille que vous avez citée. Oui, donc on ne sait pas si c'est des petites ou moyennes entreprises, mais effectivement, 11-49 salariés. Les PME. Celles-là, il y a un peu deux catégories. Il y a les entreprises qui attendent qu'une chose, c'est de se mettre en branle, d'accord, c'est de pouvoir négocier, qui sont sincères, donc qui attendent ont une volonté,
Et puis après, il y a ceux qui traînaient des chaussures depuis longtemps. Qui sont ravis de voir que ça... Il y avait des semelles de plomb Et oui. et qui vont peut-être continuer à profiter pour avoir les semelles de plomb pendant assez longtemps. Ça, très clairement, nous, chez Fondac, on est plutôt pour favoriser des fonds de la première catégorie. Séverine Giovannangeli, quand on est épargnant à mi-2024, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut se préparer à cette entrée en application qui finalement va être bénéfique quand même pour un certain nombre d'épargnants le jour où tout sera mis en place? Même si aujourd'hui on a l'impression, on n'en voit pas le bout. Mais... On n'en voit pas le bout, mais effectivement ça va être très intéressant parce que les épargnants vont pouvoir verser leur intéressement, leur participation sur des PE, des PERCO. La prime de partage de valeur également. Donc, ça veut dire que toute cette épargne va arriver en exonération d'impôt sur le revenu et qu'elle va être bloquée soit à moyen terme sur un PE de 5 ans, soit à long terme sur un PERCO, mais que dans tous les cas, ça sera une épargne disponible un petit peu plus tard pour les salariés, bien sûr, qui partageront enfin un petit peu de la richesse de l'entreprise. C'est ça va permettre de bénéficier de la création de valeur de l'entreprise. Exactement. Et d'alimenter directement une préparation à la retraite. Exactement, tout simplement parce que les entreprises rentables donc, doivent effectivement de plus en plus partager leurs résultats avec les salariés sous cette forme-là d'épargne. Et je pense que c'est très bien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on en a quand même beaucoup qui traînent les pieds. On en a beaucoup qui nous disent, parce qu'en allant sur le terrain, qui nous disent « Ah ben oui, mais il y a l'inflation, il y a le coût des matières premières, on dégage moins de marge. » Alors évidemment, c'est pour les entreprises rentables et qui dégagent des marges. Mais là, il va quand même falloir vraiment se pencher sur le sujet et partager la valeur avec les salariés. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut se préparer? Il y a des choses qu'on peut mettre en place quand on est épargnant, ou de toute façon, il faut attendre un petit peu que tout soit juridiquement clair pour actionner la moindre chose? On peut quand même aller voir ses RH, on peut commencer à faire des démarches, ou c'est un peu tôt? C'est l'entreprise qui en fait va solliciter les collaborateurs quand tout sera prêt. D'accord. Parce qu'il y a des accords d'intéressement à mettre en place, des accords de participation, un PE à mettre en place avec un assureur, un PERCO également. Donc une fois que tout ça sera mis en place, quand tout sera légiféré, donc le premier stade, ça va être le législatif, ensuite les compagnies et ensuite l'épargnant via le RH et le chef d'entreprise. Donc on voit que le chemin est encore long. Le chemin est encore long, mais il reste cette date butoir du 31 décembre 2024, Exactement. Pierre Ravet. Oui, alors d'abord, un petit commentaire, c'est que la PME, elle n'a pas toujours une fonction RH très développée, voire pas développée du tout. Exactement. Bon. Où c'est quelquefois fait par le financier, donc il faut que le financier soit éduqué et inspiré. Donc ça arrive, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est que dans ces entreprises-là, il faut aussi qu'il y ait des gens en face pour négocier. Bien sûr, oui. Donc il faut s'organiser complètement. Donc, oui. Vous savez les uns et les autres que ce n'est pas dans la tranche entre 11 et 49 qu'il y a le plus de taux de présence syndicale dans ce pays. On peut le déplorer ou non, mais en tout cas, ça a plutôt tendance, je pense que et oui, bien sûr. vous le savez, Tout à fait. les PME craignent plutôt la présence des organisations syndicales. Alors, nous, clairement, un des mantras de Fondac, c'est de dire que c'est un puissant outil de dialogue social et un puissant outil de management. Tous les dispositifs, notoirement de l'intéressement, mais aussi les autres, la participation et tout ce qui se négocie dans l'entreprise. Merci beaucoup. De partage. Merci beaucoup Pierre Ravet de nous avoir accompagnés, délégué général de Fondac. Merci également et Séverine Giovannangeli, ingénieure patrimoniale au sein du cabinet Mazarin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.